J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Cindy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Salut Marine, bah écoute, merci à toi pour ton invitation. Ça va super bien, merci et toi. Bien. J'ai hâte qu'on t'écoute aujourd'hui sur la thématique du coup de la créativité, de l'originalité, de trouver un peu les bonnes idées de contenu. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait fortement, mais sait-on jamais, nous présenter un peu qui tu es, ton parcours, comment tu t'es lancé, etc. Eh ben écoute, j'espère qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Sinon, j'ai pas une grande marge d'évolution de mon business, je vais te dire. Mais avec plaisir. Bah, du coup, moi, c'est Cindy, j'ai bientôt 29 ans. J'habite en Suisse, donc si vous entendez un petit accent, c'est pour ça. Même si je crois que maintenant, ça va, il s'en va gentiment. À force de parler avec des personnes en France, ça va. Et puis, moi, à la base, j'ai un métier qui n'est pas très connu, qui est connu qu'en Suisse d'ailleurs. Je suis médiamaticienne. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Jamais, je sais même pas ce que c'est, donc j'ai hâte que tu m'expliques. C'est en fait le métier parfait pour devenir entrepreneur, j'ai envie de te dire. En fait, c'est un mélange entre graphiste, un employé de commerce, donc tout ce qui est comptabilité, management, donc le graphisme, l'informatique pure et dure, le codage, et puis le marketing. Donc, tu as vraiment genre tous les atouts d'un entrepreneur, tout ce qu'un entrepreneur a besoin. Bon, c'était pas forcément le but à la base. Moi, c'était surtout le côté graphisme, informatique qui me plaisait. Mais j'avais pas envie de faire d'études de graphisme non plus. Donc, voilà, j'ai choisi ça. Après mes études, donc j'ai travaillé et je me suis lancée assez vite quand même. J'ai lancé Graphic Media en 2019 en parallèle d'un job d'assistante marketing dans une boîte de cosmétiques. Et puis, c'est seulement en 2020-2021 que j'ai commencé à pivoter. J'ai commencé en tant que graphiste freelance, donc je faisais des identités visuelles et des sites web, ainsi que des flyers, des cartes de visite, enfin ce genre de choses-là. Et puis j'ai pivoté en tant qu'infopreneur, donc en 2021 Ok. après avoir découvert le monde du web, des podcasts. Donc jusqu'en 2020, je ne connaissais pas ce monde-là, en tout cas du côté entrepreneuriat. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans parce que j'avais l'agenda des prestations qui se remplissait. Je me suis dit comment est-ce que je peux optimiser ça. Donc j'ai lancé Graphic Media assez rapidement en 2019 avec un job à côté en tant qu'assistante marketing dans une boîte de cosmétiques. Et puis en tant que graphiste freelance, identité visuelle, site web, ce genre de choses. Et comme mon agenda s'est rempli assez vite, j'étais très vite bloquée entre le côté, j'avais plus assez de temps, mais en même temps, j'en voulais plus. Voilà, au niveau ambition, j'en voulais plus. Et donc, c'est dans l'été 2020, je crois, que je découvre tout ce monde de l'infoprenariat, des formations en ligne, des podcasts, enfin voilà, le monde entrepreneurial en ligne. Donc, j'ai découvert ça assez tard quand même. Et puis voilà, donc ça a cogité dans ma tête et j'ai pivoté donc sur l'infoprenariat début 2021. C'est là que j'ai imaginé ma première formation et c'est en juin 2021 que j'ai lancé Canva Power, donc la toute première formation en ligne que j'ai faite et ça a été un franc succès. Et depuis là, tout s'est enchaîné jusqu'à maintenant. Donc voilà, un petit peu comment ça a commencé. Et quelle est du coup la place du contenu dans ton business? Puisque c'est vrai que quand on est infopreneur, il faut quand même qu'on trouve des clients. Et c'est vrai que c'est toujours un peu la peur de se dire, mais comment les gens vont savoir un peu ce que je vais vendre, comment je vais savoir comment attirer les gens. Du coup, est-ce que toi, ton contenu te permet de faire ça? Et si oui, comment, du coup? À fond. En fait, moi, le contenu, c'est vraiment quelque chose de central dans mon business parce que déjà, tout simplement, j'adore faire ça. À la base, créer du contenu, c'était une passion. Tu sais, je suis de la génération, avec toi d'ailleurs, je pense qu'on a connu l'essor de YouTube, des blogs, donc on s'est très vite un petit peu intéressé à ce genre de choses, notre génération. Et du coup, en fait, j'ai toujours créé un peu du contenu par passion, même du côté privé. Et en fait, je me suis même pas posé la question de est-ce que j'allais en faire ou pas quand j'ai créé mon business. Pour moi, c'était une évidence que je voulais en faire, pas forcément dans un côté marketing et vente à la base, mais juste parce que j'aimais ça et que j'avais envie de partager en fait mon aventure entrepreneuriale. Voilà. Et après, ça s'est transformé un peu plus en business concret. Mais donc, c'est vraiment pour moi au centre du business, c'est ma source d'acquisition client principale. Je fais un petit peu de réseautage en présentiel autour de chez moi dans des réseaux pro, mais c'est principalement, je dirais, en 80-90% de mes clients viennent des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment le truc central dans mon business parce qu'en fait, je trouve tu peux toucher tellement de personnes, il y a un potentiel tellement fort et comme je suis quelqu'un qui aime pas vendre, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, euh,
créer une communauté en ligne avec les réseaux, ça te permet de te faire connaître auprès des gens d'une manière, entre guillemets, très authentique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas vouloir leur proposer quelque chose, ça va Mhm. pas être perçu comme de la vente. Et Ouais. moi, c'est vraiment ça, c'est créer une relation avec quelqu'un pour qu'ensuite, quand tu veux lui vendre quelque chose, ça passe pas comme de la vente. Ça passe comme, et regarde, j'ai un truc pour toi. Et puis voilà, tu vois, comme si tu parlais à un ami, en fait, au final. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et est-ce que tu as compris très rapidement que tu devais être différente et originale? Parce que bah, moi, tu es l'une des seules personnes, en tout cas sur Instagram, où quand je vois ton post, je sais que c'est toi. Et je sais qu'il y a bien entendu une histoire de branding, etc. Mais il y a surtout aussi une histoire d'identité et de réussir à être toujours créative, alors que tu as peut-être vu le post de manière différente 1 milliard de fois, mais c'est ton post qui va rester en tête. Est-ce que tu as rapidement vu que tu devais tirer ton épingle du jeu par rapport à ça? Ou est-ce que c'est vraiment venu sur le tas? Parce que ben, on le sait toutes les deux, plus tu fais et plus tu gagnes en aisance et plus tu comprends un peu comment ça fonctionne et du coup tu rentres un peu dans les codes. Comment ça s'est passé toi pour toi, ce travail un peu plus créatif, je dirais? Alors c'est drôle parce que là justement tu parles du fait de tirer son épingle du jeu, d'être différent et justement c'est le truc qu'il faut pas essayer de faire. En fait, il faut vraiment, pour moi, pour se différencier, il faut rester soi-même. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on n'a pas tous des personnalités extravagantes, etc. Pour te dire, moi, le orange à la base, c'est pas ma couleur préférée du tout. Je n'aime pas cette couleur à la base. Tu sais, quand j'étais petite, je partageais une chambre avec ma sœur. Il y avait un côté orange, c'était ma sœur, et moi, c'était, tu sais, le bleu, le violet. Donc, le orange à la base, non, ça a plus été un choix business parce que ça représente la créativité, le dynamisme, voilà, le positif. Et c'était l'image que je voulais rendre. Donc là, il y avait un côté plus branding et vraiment positionnement. Mais après, sur les réseaux, en fait, si tu essayes de faire justement d'être différent et de faire des choses qui ne te ressemblent pas juste parce qu'il faut être différent, c'est là qu'en fait, tu vas foncer dans un mur. Et ben, j'ai commencé comme tout le monde, en mettant plein de filtres, en mettant toujours maquillée, bien habillée, en fait, presque en jouant un rôle pour faire pro, paraître bien, donner envie aux clients de travailler avec toi. Enfin, tu vois, un peu l'image de l'entrepreneur parfait que tu te fais. Et en fait, c'est au moment où il y a eu une fois, je ne sais pas pourquoi, je pense, j'ai fait une story un matin où j'étais pas maquillée, ou peut-être j'étais plus fatiguée, mais j'avais quand même cette énergie. Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à rester moi-même dans mon contenu qu'au final, ça a fonctionné parce que tu attires les bonnes personnes et que tu sois quelqu'un de très posé avec une voix très douce, très calme, ou que tu sois quelqu'un qui crie partout, qui danse tout le temps, qui chante tout le temps, tu trouveras forcément des personnes qui sont en raccord avec qui tu es et ce que tu fais. Et donc, c'est là que tu te différencies des autres, c'est quand vraiment tu restes toi-même, parce que c'est le seul truc que personne ne pourra te voler, en fait. Quelqu'un peut faire les mêmes offres que toi, au même prix, avec la même qualité, voire même peut-être une meilleure qualité que ce que tu fais. Mais le seul truc qu'on peut pas t'enlever, c'est ta personnalité. Et donc, C'est voilà, quelle qu'elle soit. Ouais. C'est vrai qu'on se dit tout le temps, genre oui, mais j'ai de la concurrence, oui, mais ça a déjà été dit, oui, mais ça a déjà été fait. Moi, c'est vrai que dans le contenu de la But First Academy, je dis tout le temps aux gens qui nous écoutent que, en fait, même si vous dites la même chose, vous n'allez pas le dire de la même manière, tu vois. Nous, on Mhm. parle souvent de création de contenu toutes les deux, et pour autant, on va peut-être parfois dire la même chose, mais on va le dire de manière complètement différente. On va apporter nos exemples, on va apporter notre personnalité. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur juste parce que les autres ont déjà fait, et alors, autant le faire soi-même. Est-ce que toi, tu ressens que petit à petit, plus tu faisais du contenu et plus tu euh, creusais, je dirais, cet aspect-là plus stratégique, plus tu gagnais aussi en confiance et tu comprenais aussi un peu ce que toi, tu aimais faire ou pas? Ou est-ce que tu t'es, dès le début, dit, j'aime faire ça, donc je ne ferai pas ça? Ou tu as ouvert un peu tous les champs des possibles au niveau des supports de création de contenu et tu t'es dit, bah, quitte à essayer, autant le faire. Pour te dire, au moment où j'ai commencé à poster des Reels, par exemple, c'était un peu au tout début qu'il y avait ça. Tu sais, c'était encore quand il y avait un peu la vibe de Vine, un peu les ancêtres de TikTok. Et donc, c'était que bah, les choses que je fais encore actuellement, les reprises de son, un petit peu les playbacks, les choses un peu humoristiques. Le truc que personne ne faisait en business. C'est vrai. Et donc, en fait, moi, ça m'éclatait de faire ça du côté privé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas tenter de le faire côté business? Et en fait, tout simplement, je teste. Et si ça passe pas, ben ça passe pas.
j'arrête, ou alors je continue si vraiment ça me plaît, mais bon, si vraiment ça passe pas, ce qui m'est jamais arrivé encore pour l'instant, mais si ça passe pas, je l'arrêterai. Mais voilà, et la plupart du temps, tu essayes, tu testes, tant que tu arrives à trouver un lien avec ton business, Mhm. en général, ça passe. Et donc, c'est ça. J'ai testé des nouveaux formats, je me suis jamais limitée. Au début, je pense que oui, parce que tu as encore une fois cette image de professionnel que tu dois garder, voilà, un peu la case entrepreneur qu'on imagine ou que la société nous apprend. Et une fois que tu t'ouvres un petit peu à ça et que tu dépasses un ou deux blocages au début, après, les portes sont ouvertes et vas-y, quoi. Donc, ouais, j'ai testé plusieurs trucs avant de vraiment, mais je me suis jamais limitée juste parce que j'avais peur de ce qu'on me dirait, quoi. Et est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, le fait de ne pas faire un format ou de privilégier un plutôt qu'un autre, est-ce que tu pars du principe que ça pourrait être une erreur en création de contenu ou justement de se dire, bah, si tu aimes juste faire des carousels, fais que des carousels où ça ferme quand même pas mal de portes en termes de créativité, d'originalité, parce que, bah, mine de rien, le fait de se pencher sur la vidéo, on va peut-être voir d'autres choses qu'on ne verrait pas que si on fait du statique. Toi, quelle est ton opinion par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il faut au moins dans tous les cas essayer ou pas du tout? Il faut essayer, à moins que ça soit quelque chose que vraiment tu détestes et que toi-même tu regardes pas parce que ça t'énerve, que voilà, il y a certaines tendances à des moments où, voilà, moi par exemple, les tendances où il y avait beaucoup de danse sur les musiques, ça n'a jamais été un truc que j'ai fait parce que c'était quelque chose que moi-même je regardais pas. Dès que je voyais un truc où c'était une tendance de danse, je passais directement. Donc quand c'est quelque chose que toi-même en tant que consommateur t'aimes pas, tu regardes pas, ça sert à rien de te forcer à le faire. Moi, je dirais que c'est un peu la limite que je me suis toujours fixée. Ouais. Et du coup, ça t'a permis aussi quand même de trouver tes idées, tu vois, de te dire, bah, je vais me pencher sur d'autres formats. Du coup, il y a d'autres idées qui viennent, il y a d'autres tendances qui viennent. Toi, comment t'as fait un peu pour trouver toutes ces bonnes idées de contenu? Parce que moi, je considère que toutes les idées que tu as, ce sont toujours des très bonnes idées de contenu. D'ailleurs, on parlera après de cette tendance de même que tu vas petit à petit intégrer dans ta communication. Mais comment t'as fait pour trouver déjà de base tes bonnes idées? Parce que je sais que c'est la question à 1 milliard de dollars que tout le monde se pose. Et la réponse, tu verras, elle est hyper simple. C'est juste que pour trouver des nouvelles idées, il faut consommer du contenu toi-même. C'est tout con, hein. Et la plupart des gens pensent qu'il y a une recette magique, tu sais, pour trouver des idées. Il y a pas, j'ai pas un site secret où j'ai toutes les idées que je vais piocher dessus. Non, c'est juste que je suis une énorme consommatrice de contenu. Pour te dire, chez moi, il y a même plus les chaînes télé normales, c'est YouTube et ce genre de contenu-là. Donc, en fait, c'est comme ça que je trouve les idées. C'est en consommant d'autres contenus. Alors, il faut faire attention quand tu fais ça parce que tu peux très vite tomber dans la comparaison. Mhm. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je suis des personnes qui font pas du tout la même chose que moi. Et ça me donne en fait des idées de concepts ou de manière de dire les choses et d'adapter ensuite moi dans mon domaine d'activité avec ma personnalité, etc. Mais j'aime beaucoup regarder les choses voilà, plus divertissantes ou alors hyper informatives sur l'histoire, la nature, enfin bref, vraiment même des petits reportages, des choses comme ça pour justement trouver un point de vue différent et des concepts différents que je pourrais adapter ensuite, moi, à mon business. Ouais, Bon, c'est ça vrai. m'arrive aussi de suivre des personnes qui font la même chose, bien sûr, mais à partir du moment où je me compare et que je me sens inférieure à la personne parce que le contenu est génial et tout, j'essaie d'arrêter de suivre parce que pour moi, c'est plus toxique qu'autre chose quand vraiment on se compare et on se dit, waouh, je serai jamais aussi bien que tel et tel. Ouais, c'est un peu aussi la limite. Et est-ce que du coup, selon toi, il faut impérativement s'alimenter d'autres choses? Parce que tu vois, ça me fait un peu réfléchir ce que tu dis parce que j'ai été au concert de Coldplay la semaine dernière et en fait, rien à voir avec le business. Rien à voir. C'est de la musique, c'est un concert, rien à voir. Et en fait, pendant le show, j'étais en train de me dire, mais c'est quand même une putain de leçon business là qui est en train de se passer. Et en fait, petit à petit, tu vois, je me suis fait le cheminement de me dire que le chanteur principal, quand même, Chris Martin, n'a même pas Instagram, tu vois. Et du coup, je me refaisais le fil et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on peut retrouver un peu de l'inspiration un peu partout, que ce soit même en allant faire son sport, tu vois. Juste, en fait, d'analyser ce qui se passe autour de nous. Est-ce que toi, parfois, genre, tu déconnectes exprès justement pour trouver tes idées? Ou est-ce que tu n'as pas forcément besoin parce que tu as ton truc, tu as ton téléphone à toi et tu as toujours des petites idées qui te viennent? Ou tu t'imposes vraiment des pauses de créativité et des pauses d'originalité pour être sûr en fait de sortir un peu de cette pensée à chaque fois business, quoi. Alors, c'est un peu.
un peu, c'est une question difficile parce que moi, la plupart du temps, vraiment, je consomme du contenu pour avoir des idées. Et quand je fais des pauses parce que justement, je veux arrêter un petit peu, ou je pense à trop de trucs, ou voilà, quand je fais une pause, je sais que c'est pas forcément la meilleure des idées, mais en général, je me dirige sur Instagram. Mais je scrolle en tant que consommatrice, tu vois. J'ai pas ce réflexe de me dire, je l'ai parfois quand vraiment, voilà, je veux augmenter ma visibilité, mon engagement, etc. J'ai des réflexes de routine et tout. Mais quand vraiment je veux déconnecter, je vais quand même sur Instagram. J'ai un compte privé où je suis d'autres choses que vraiment le côté business pour séparer un peu les deux. Donc en général, je vais plus sur ce compte privé que sur mon compte business. Mais en général, c'est ça. Ça m'arrive très rarement de me dire, là, il faut que je déconnecte, je vais me balader, par exemple. Par contre, quand je fais des choses, comme tu disais, là, l'exemple du concert, moi, souvent, c'est quand je fais mes courses. Tout d'un coup, je m'arrête devant un packaging. J'ai encore les réflexes de graphiste, tu sais, je m'arrête devant le packaging et j'essaie de décoder comment c'est fait, tu vois, et tout. Et des fois, ça me donne des idées pour le placement sur mes posts. Enfin, voilà, c'est plus en termes visuels assez souvent où, voilà, où je vois un paysage, je me dis, tiens, ça ferait une belle photo, ce genre de choses-là, que vraiment de me dire, je vais déconnecter pour avoir trouvé des idées. En fait, si je me force à dire, là maintenant, il faut que je trouve des idées, c'est là où j'en aurai de moins. Ok. Donc, je laisse le flow un peu venir à Ouais. moi. Du coup, si tu mets trop de barrières à la créativité, tu risques de brider un peu aussi tes idées et te dire, bah, là, il faut absolument que j'arrête alors que tu n'as pas forcément envie d'arrêter. Est-ce que, du coup, dans cette routine et dans ce travail-là de création de contenu, est-ce que, selon toi, les tendances sont aujourd'hui incontournables ou est-ce que on peut s'en passer ou il faut quand même les intégrer dans sa stratégie? Je dirais que ça va dépendre des objectifs qu'on a. Si on a vraiment un objectif où, là je vais prendre l'exemple d'Instagram, hein, parce que c'est ce que je connais le plus, si on a vraiment des objectifs de grandir vite son compte, de gagner beaucoup de visibilité pour un petit peu asseoir son expertise et avoir un compte, je pourrais dire, qui pèse, honnêtement, d'intégrer les tendances, ça aide énormément parce que c'est des choses qui peuvent buzzer assez vite, encore maintenant avec tous les formats vidéo courtes, Mhm. c'est quelque chose qui peut buzzer vraiment assez vite et t'apporter une grosse visibilité. Maintenant, si vraiment ton objectif, c'est uniquement de trouver des clients et pas d'avoir ce côté visibilité, c'est pas forcément une bonne stratégie de tout miser là-dessus. Tu peux tester un ou deux pour voilà, un petit peu augmenter la visibilité, mais sans non plus la gâcher, parce qu'au final, quand tu suis vraiment des grosses tendances, donc en général, c'est des tendances qui sont en dehors du monde de l'entrepreneuriat, tu vas t'apporter plein de monde qui ne sont pas du tout qualifiés avec ce que tu fais. Donc, tu as ce côté levier, visibilité, le compte qui augmente, c'est génial, ça flatte ton ego et ça fait augmenter le nombre d'abonnés, mais ça va pas être la bonne audience. Voilà, j'ai un exemple parfait, c'est j'ai un Reels là qui a percé récemment. Il arrive bientôt à 4 millions de vues. C'est juste hallucinant. Je touche des centaines de milliers de personnes par jour grâce à ça, mais en aucun cas, c'est des personnes qui vont être extrêmement qualifiées. Je pense qu'il y a une très petite partie, peut-être 10%, qui est qualifiée. Bon, tu me diras 10% de 4 millions, c'est déjà énorme, mais pas tout le monde s'abonne et pas tout le monde suit. Mais voilà, ça m'apporte énormément de personnes qui très probablement vont bientôt partir parce que voilà, j'ai posté une fois ça et mon contenu, ça ne va pas leur convenir après. Donc voilà, oui et non pour les tendances, tout dépend des objectifs que tu as avec ton compte, quoi. Et du coup, tu parlais justement que les tendances, généralement, viennent aussi d'autres secteurs d'activité ou d'autres réalités par rapport au contenu. Toi, quel est ton processus pour justement prendre ces tendances-là et les adapter à ton business? Est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion derrière et tu t'arraches les cheveux? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais les tendances, déjà, il faut les trouver. Et puis après, il faut savoir quoi dire. Et puis après, il faut savoir quand poster. Quel est, toi, ton processus par rapport à ça? Est-ce que justement, c'est tout con? Ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie réflexion derrière? Alors, j'ai envie de te dire que si tu consommes du contenu régulièrement, les tendances, tu peux pas les louper. En général, vraiment, la tendance du moment, si tu consommes du contenu, tu peux pas la louper. Donc, c'est pour ça aussi que moi, dans mon process créatif et dans comment je trouve des idées, je consomme beaucoup parce que comme ça me permet de faire une veille, entre guillemets, aussi de ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, tu peux pas les louper déjà. Donc, voilà, ça simplifie déjà un petit peu le travail. Et ensuite, je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment de process. C'est juste, par exemple, pour l'histoire du mème là qui a percé, c'était un petit morceau de vidéo de l'âge de glace. Et en gros, dès que je l'ai vu,
je me suis fait en fait la réflexion dans ma phrase, tu sais, je me suis fait un peu la scène. Le titre que j'avais mis, c'était ah, je dois me concentrer maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis c'était Sid qui faisait n'importe quoi sur la vidéo, genre mon cerveau quand j'essaie de me concentrer, quoi. Et en fait, la phrase m'est venue direct. J'ai même pas eu besoin vraiment de chercher parce qu'en fait, ça m'a semblé logique. Et la phrase qui était marquée en anglais ressemblait un petit peu, mais était tournée différemment. C'était une version avec les mamans, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, je l'ai tout de suite adapté en tant qu'entrepreneur. Et en fait, la plupart du temps, c'est ça, c'est tu prends la tendance qui est rarement liée à l'entrepreneuriat, tu remplaces le mot maman, fille, homme, je ne sais quoi par entrepreneur et tu regardes ce que ça donne et comment tu peux adapter. Tu changes un peu des mots dans la structure qui est déjà faite et tu regardes en fait ce que ça peut donner. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça parlera à ta cible? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent se rattacher ou pas? Et voilà. Donc, en général, c'est assez facile. En tout cas, dans ce genre de cas-là. Après, quand c'est comment dire, des tendances un petit peu différentes, où il y a peut-être des mots qui apparaissent, des choses comme ça, là, je dirais que c'est presque encore plus facile parce qu'au final, à part la musique qui est tendance, le reste, tu peux faire ce que tu veux dessus. Donc, c'est même encore plus simple. Ok. Et du coup, est-ce que ce sont généralement des tendances où ce sont des comptes que tu vas suivre et du coup ça va tomber sur toi? Ou est-ce qu'il y a une vraie routine ici derrière de recherche également? Parce que tu le dis, tu consommes beaucoup de contenu. Et moi, c'est vrai que je le dis tout le temps, à partir du moment où vous allez commencer à créer du contenu, toi c'est Instagram, moi c'est plus le blog et le Mm. SEO. À partir du moment où vous allez commencer à rédiger du contenu, ça va tellement venir tout seul qu'en fait, quand vous allez vous-même consommer sur des sites internet d'autres personnes, vous allez un peu capter ce qu'ils font et comprendre un peu ce qui se passe. Mais ça, c'est la déformation professionnelle, comme je l'appelle. Mais est-ce que toi, dans ton cas de recherche de tendance, est-ce qu'ici, il y a une vraie recherche qui est faite et elle est consciente? Ou est-ce que justement, ça te limite, je dirais, maintenant que la machine est un peu montée, ça te tombe limite un peu dessus? Comment ça se passe, toi, dans ton cas? Alors, ça me tombe pas dessus tout frais comme ça, mais disons que j'ai entraîné l'algorithme à ce que ça me tombe dessus tout frais. En Merci de... fait, c'est ça. L'algorithme Instagram et TikTok et en fait l'algorithme de tous les réseaux sociaux, quand il voit que tu aimes un style de vidéo, que tu aimes quelque chose, il va t'en proposer d'autres. C'est Mhm. le principe de tous les algorithmes pour te faire rester, etc. Et donc, du coup, j'ai entraîné l'algorithme en allant sur des hashtags qui me correspondent, comme hashtag entrepreneur, hashtag, je sais pas moi, business en ligne, businesswoman, ce genre de choses-là. Et j'ai consommé du contenu dans ces hashtags, j'ai liké des contenus, j'ai commenté pour montrer à l'algorithme, regarde, c'est ça que je veux voir dans mon fil d'actualité. Et du coup, au bout d'un moment, bah, il comprend. Alors par contre, tu cliques une seule fois sur une vidéo de chaton, c'est mort. Tout le travail que tu as fait est bousillé, tu peux recommencer tes recherches. Mais à partir du moment où voilà, il a compris ce que tu aimes et que tu restes un peu toujours dans le même domaine, en général, il te propose des choses qui correspondent assez bien et tu es assez vite mis dans le bain et du coup, les idées viennent, les choses viennent. Et j'aime bien un petit peu aussi faire en tout cas quand je cherche des idées de Reels, j'aime bien faire le rapport un petit peu avec TikTok. Et quand il y a, mais sur TikTok, je regarde plus un petit peu les personnes qui percent plutôt que les sons et les tendances. Quand il y a une personne qui perce, c'est qu'elle a fait quelque chose quand même qui, voilà, il y a eu une mécanique en fait qui fait que ça a percé, que ça continue. Et j'essaie un petit peu d'analyser ce qui se passe. Et ensuite, je vais sur Instagram, sur le compte de la personne, je refais la même chose, et je vais sur ses vidéos, je like, je commente, histoire que l'algorithme voit, ah, cette personne, elle aime bien, etc., etc. Et en fait, voilà, le fait d'entraîner l'algorithme au quotidien aussi, bah, il va te proposer toujours des choses qui correspondent à ça, et tu seras toujours en fait dans le même domaine, et tu auras des nouvelles idées à chaque fois. Donc, voilà un petit peu le secret. Merci de l'avoir dit parce que c'est vrai qu'en fait, plus d'une fois, quand on parle de création de contenu, souvent les gens disent: Ah, mais moi, ça, je ne sais pas faire. Ah, mais moi, je ne sais pas. Ah, mais ça prend du temps. Bah oui, ça prend du temps. Et merci de dire qu'effectivement, il y a aussi un entraînement ici de l'algorithme et un travail vraiment de recherche, de veille. Et si on ne consomme pas de contenu, on ne pourra pas créer du bon contenu vu qu'on ne saura pas réellement ce qui marche et les choses aussi que les gens aiment consommer. Toi, tu parlais du coup tout à l'heure justement du mème qui a percé et moi, j'ai écouté ton podcast par rapport à ça, donc je sais un peu aujourd'hui que c'est quelque chose que tu vas intégrer dans ton contenu. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur cette tendance liée au même? Est-ce que c'est une tendance plus créative et du coup, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort et c'est un vrai kiff justement de trouver les bonnes vidéos et de mettre un peu du bon titre? Ou est-ce que tu sens que c'est quand même une tendance en termes créatifs et en termes d'originalité qui va arriver petit à petit dans le contenu?
En fait, ça fait partie d'un mouvement plus gros, je pense. C'est-à-dire que maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est bon, les gens ont compris qu'il fallait apporter de la valeur et donc tout le monde y va de son tips, de son astuce, de son carrousel, de son machin. Et en fait, le surplus d'informations est tellement énorme que maintenant, les choses qui ont tendance à fonctionner et qui touchent les gens, ça va plus être les choses divertissantes, les choses qui sont légères. C'est un Mm. peu contradictoire parce que maintenant que tout le monde a compris qu'il fallait apporter de la valeur, il faut faire l'inverse parce que les gens en ont marre. Enfin, c'est le jeu du business en ligne, c'est le jeu des réseaux sociaux. Dès qu'il y a un truc qui est trop gros, les gens s'en lassent et du coup, il faut passer à autre chose. Donc voilà, faut réussir à suivre un peu. Et je pense que là, on est vraiment arrivé à un point où les choses trop poussées ou les astuces trop en surface qu'on a déjà vu partout, avec les mêmes mots, les mêmes termes, etc. Les gens commencent à vraiment s'enlacer, savent plus où donner de la tête. Il y a une astuce Instagram ici, mais l'autre dit l'inverse. Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, ils se retrouvent plus dans ce genre de petits contenus un peu divertissants euh, que dans les gros trucs très poussés. Voilà. Donc, je dirais que c'est plus le contenu divertissant qui se met en avant maintenant que juste cette tendance de même. C'est, je dirais, une tendance parmi tant d'autres dans ce domaine-là. Mais ouais, je pense que ça va quand même vraiment venir sur le devant de la scène en ce moment, enfin, dans les prochains temps, voire même qui est déjà là actuellement, quoi. Tu parlais du coup justement de chacun il va de son conseil, de son astuce, tout est hyper contradictoire, on s'y retrouve même plus. Quelles seraient selon toi trois erreurs qui vraiment aujourd'hui il faut éviter de faire dans sa création de contenu parce que justement ça bride clairement bah, notre originalité et notre créativité. Est-ce que tu arrives quand même à en identifier quelques-unes par rapport à tout le contenu que tu peux consommer au quotidien, de dire aux gens bah, aujourd'hui en 2023 on arrête de faire ça, quoi. Du coup, on tombe dans un post tips et astuces, des trucs qu'il faut pas faire, tu sais. Exactement. La question contradictoire par rapport à la réponse. Ça, c'est trop drôle. Tout à fait, exactement. Bah, en fait, je dirais que l'erreur principale, c'est de prendre telle quelle une info et de pas justement la reformuler avec tes mots, déjà de un, parce que, en fait, d'apporter ton expérience. Quand typiquement, je sais qu'il y a un type d'astuce qui tournait beaucoup à un moment donné, c'est les hashtags. Il y avait cette fameuse question de il faut en utiliser 5, non, il en faut 3, non, il en faut 30. Voilà, et tout le monde y allait de son petit conseil, juste parce que en fait, tout le monde avait une expérience différente avec ça. Je sais que le moment où Instagram avait annoncé comme quoi qu'il y ait 5 hashtags, c'était bien, moi j'en utilisais toujours entre 20 et 30, et les contenus performaient de malade. Et du coup, ben, en fait, le fait de dire non, faut pas faire ça, faut faire ça, sans expliquer pourquoi, que ça marche, etc., je pense que c'est un peu ça comment dire, qui perd les gens maintenant. Ce qui est pas mal quand tu veux faire des posts informatifs, pour moi et dans l'expérience que j'ai, c'est de vraiment donner quelque chose par rapport à ton expérience. Si tu veux parler d'une astuce sur quelque chose, fais-le, mais parle de ton expérience derrière. Les hashtags, par exemple, là, si je devais refaire un post maintenant là-dessus, j'expliquerais plutôt que ben, moi, je mets entre 20 et 30 hashtags par post, je mets tel type de hashtag, regardez les résultats. Et pas dire fais comme ça et pas voilà, de vraiment d'inciter les gens à dire moi, mon conseil, il est meilleur que les autres, juste d'expliquer ton expérience. Ils prennent pas, ils testent pas, mais au moins, c'est vraiment personnel. Et c'est pas juste des conseils, un petit peu, tu sais, comme quand enfin, comme si tu suivais une vieille formation marketing qui n'a pas été mise à jour depuis 10 ans en mode faut faire ça, c'est comme ça, c'est la loi, enfin, limite, c'est la loi, tu vois. Mais ouais, je dirais de vraiment parler de son expérience. Donc, c'est Mais, pas plus une erreur, c'est plus un conseil qu'une erreur. Mais mais du coup, ça te permet aussi de beaucoup plus être créatif dans la manière dont tu vas voir les choses. Puisqu'en fait, ça va te permettre de réussir à intégrer des choses de ta vie quotidienne ou même de ta vie perso ou pro, peu importe, directement dans ton contenu. Donc en fait, tu arriveras toujours un peu à travailler le muscle de la créativité et du coup à ramener des trucs plus perso et aussi uniques, puisque ben, tu le disais tout à l'heure, personne ne sera comme vous, directement dans ton contenu. c'est exactement ça. Et du coup, tu ajoutes cette touche différenciatrice qu'on cherche tant par bah, ton expérience, c'est toi. Et il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait les choses de la même manière, mais personne n'aura exactement la même manière de faire avec les mêmes résultats et la même expérience que toi. Donc voilà, on touche le fameux élément différenciateur qu'on cherchait au début de l'épisode. Mhm. Et quel est du coup, selon toi, en tout cas toujours en fonction de ton expérience et de ce que tu crées comme contenu, quel est celui où
tu arrives à montrer le plus ta personnalité? Parce que c'est vrai que tu vois, plus d'une fois, on nous demande de créer des belles stories et puis après d'apparaître en story, mais d'être naturel, mais d'être un petit peu préparé quand même, et puis d'avoir des choses intéressantes à dire, et puis aussi après de faire des reels ou de faire des carousels. Mais maintenant, Instagram revient aux photos statiques. On est un peu perdu au milieu de tout ça. Toi, par rapport à ton expérience, comment tu arrives et quel est le format surtout qui te permet le plus de mettre en avant ta personnalité, qui tu es, et de mettre en avant aussi les idées que tu souhaites communiquer à ton audience? Alors, avant de répondre à cette question-là, bon, le format, je pense, est un petit peu, voilà, un petit peu obvious. J'en fais beaucoup, mais euh, j'ai jamais suivi en fait le côté genre, ah, maintenant il faut faire des reels parce que c'est le format qui fonctionne. Ah non, maintenant il faut repasser aux posts normaux parce que voilà. Tant que j'ai des résultats avec ce que je fais, bah, je continue en fait. Et à partir du moment où j'aurai plus de résultats, je reverrai ma stratégie. Mais là, mes carousels fonctionnent toujours autant. Les reels, ça fluctue un peu, mais justement parce que voilà, il y a un peu des changements quand même en termes de ce que les gens vont aimer. Mais avant, maintenant, alors qu'on dit justement qu'Instagram revient aux photos statiques, je fais un reels à 4 millions. Donc, tu vois, où est la logique? C'est Donc, je vrai. me suis jamais laissée entraîner dans le ah, maintenant ils ont dit qu'il fallait faire ci, alors on fait ça. C'est tu fais des contenus que toi t'aimes faire, déjà de un. Si ça fonctionne, tant mieux, continue. Si ça fonctionne pas, revois la stratégie et teste peut-être d'autres formats qui te plaisent aussi. Voilà, c'est un peu le conseil que je pourrais donner. Et puis, bah, moi, le format qui me permet le plus d'être moi-même, c'est les stories. Honnêtement, c'est les stories parce que c'est un format qui reste 24 heures. Donc, même si t'es pas maquillé, on s'en fiche. C'est pas le truc qui va apparaître dans ton feed. Et c'est vraiment le lien, en fait, qui va être le plus fort avec l'audience. Je sais pas toi, mais moi, en tout cas, maintenant, quand j'ouvre Instagram, le premier truc que je fais, c'est lancer les stories. Je vais pas regarder les posts, le fil d'actualité, je lance les stories. Et les premières stories qui apparaissent, c'est celles que tu regardes le plus. Mhm. Donc voilà, moi j'essaie vraiment d'en avoir un petit peu tous les jours. Il y a des jours où j'en ai pas, c'est pas grave, mais je me force pas, mais j'en poste quotidiennement et vraiment ça peut être des trucs qui ont rien à voir avec le business ou des trucs vraiment liés au business. J'essaie quand même d'avoir toujours un tout petit lien, tu vois. Genre tout à l'heure, j'ai fait une story où je me recoiffais. J'ai dit que c'était pour préparer mes rendez-vous de l'après-midi, tu vois. Je fais toujours un petit lien. Mais c'est vraiment le format spontané où j'ai un truc que je veux partager, je prends mon téléphone, je refais pas la story 10 fois, à part si vraiment je me loupe ou qu'elle est floue ou que c'est pas beau. Mhm. Mais en général, c'est assez spontané, en une prise, etc. Donc voilà, c'est vraiment le format qui me permet d'être le plus moi-même et un format en plus qui fonctionne assez bien parce que, comme j'ai dit, c'est le premier truc que maintenant beaucoup de personnes lancent en entrant dans Instagram. Et quand tu t'es perdu une demi-heure sur les stories, après tu fermes, tu vas même pas voir les posts. Donc voilà. Et tu crois que du coup, justement, cette authenticité-là et cette spontanéité que tu disais, est-ce que ça te permet aussi, toi, de créer déjà un lien plus vrai, entre guillemets, avec les gens, mais ça te permet du coup d'être plus créatif dans la manière dont tu vas aborder les choses? Parce que du coup, en fait, tu as juste à prendre un truc et à te dire, ben, je vais le mettre en avant comme ça. Et du coup, tu travailles ton muscle beaucoup plus rapidement, je dirais, plutôt que d'être là à réfléchir pendant 10 minutes, comment je vais le dire, qu'est-ce que je vais le formuler, etc. Au moins, c'est instantané. Tu arrives à être toi-même, à montrer ta personnalité tout en étant original, je dirais, sur l'instant T, quoi. Tu arrives à diversifier beaucoup plus la manière dont tu vas dire la chose, alors que pourtant, il y a plusieurs fois, en tout cas, quand tu prends ta caméra et que tu dis quelque chose, tu l'avais déjà dit, tu vois, mais peut-être d'une autre manière, ou dans un post, ou dans un carrousel, et du coup, je dirais que le message passe plus facilement et les gens s'identifient plus rapidement à toi. Moi, en tout cas, tes stories, je les consomme. Effectivement, d'ailleurs, c'est les premières qui apparaissent de mon côté. Parce que du coup, j'aime bien, en fait, tu vois, parce qu'à chaque fois, en fait, je me dis, mais en fait, c'est tout con parce que j'aurais pu le faire moi-même. Tu vois, genre, c'est pas quelque chose où tu te dis, genre, il y a un truc, il y a une production de fou malade, comme quand tu vas sur YouTube où tu te dis, mais j'ai pas les moyens, j'y arriverai pas, j'ai pas les connaissances, j'ai pas ces idées. Là, en fait, je dirais pas que c'est facile à faire, parce que c'est pas facile de créer du contenu, mais tu rends le truc accessible aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi envie de mettre en avant sur tes réseaux, de dire, bah, en fait, tout le monde est en mesure de créer du contenu aujourd'hui?
Ah bah clairement, parce que là, comme tu dis ça, ça a l'air tellement facile ce que je fais, alors qu'au début, vraiment, c'était ma hantise de parler devant une story. Et très très souvent, pendant les premiers mois où j'ai vraiment voulu me lancer, je faisais ma story et au bout de 10 fois que je la refaisais, j'abandonnais. Donc, je pense que voilà, il faut souligner que c'est pas inné. Et encore une fois, comme tu dis, c'est vraiment l'entraînement. Et merci de regarder mes stories. Et c'est bon, le travail est bien fait si elles apparaissent tout le temps en premier. Mais, non, mais oui, mais ça crée vraiment ce lien parce qu'en fait, euh, moi, je pars toujours, encore une fois, en tant que consommatrice de contenu, je pars toujours de qu'est-ce que moi j'aime regarder. Et comme mon audience, en fait, elle me ressemble quand même pas mal en termes de, voilà, de contenu, on aime les trucs un peu pop, fun, frais, etc. Je sais que moi, ce que j'aime regarder, ça va potentiellement plaire à mon audience. Et donc, du coup, ben, si moi, une story, j'ai pas envie de regarder une story, tu sais, quand tu as tous les petits points en haut et que tu sais que ça va être que de la vente parce que la personne te parle tout le temps de ses produits, etc., moi, ça me donne pas envie de regarder. Donc, je pense que mon audience, ça va aussi les saouler. Tandis que quelqu'un qui partage des petits bouts de sa journée, enfin, qu'est-ce qu'elle fait le matin, quelle est sa to-do du jour, est-ce qu'elle est productive, enfin, tu vois, j'ai presque envie d'appeler ça du voyeurisme, mais au final, quand on regarde les gens sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça. On aime bien un peu connaître leur vie, tu vois, sans non plus aller trop dans les détails. Bien sûr, je montre carrément pas ma vie privée, tu vois, mais ouais, il y a quand même ce petit côté, pas voyeurisme, mais très curieux. Mhm. Curiosité. Oula, j'ai fait un mélange de curieux et curiosité, ça a donné curieux. Il y a cette petite curiosité de savoir comment ça se passe chez les autres, sans forcément d'arrière-pensée malsaine ou quoi que ce soit, mais juste de dire, ah bah ouais, c'est pas pour rien que les morning routines sur YouTube, ce genre de choses, ça fonctionne, hein. Les un jour dans ma vie d'entrepreneur, ça fonctionne super bien. Ben, sur Insta, c'est pareil, mais en mode live, sur le moment, Mhm. et en format qui reste pas longtemps. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Et justement, je donne toujours ce conseil-là aux gens qui débutent. C'est le meilleur moment quand tu débutes et que tu as une petite audience pour t'entraîner à faire des stories. Parce que je pense que tu auras peut-être à tout péter 10-20 personnes qui vont les voir. Mhm. C'est le moment, tu vois. C'est pas quand tu auras 2000 personnes qui verront tes stories que tu diras, oh là là, il faut que je m'entraîne. Non, c'est justement quand tu as une petite audience. Donc, toutes les personnes qui veulent commencer les stories, qui n'osent pas, qui nous écoutent et qui ont une petite audience, commencez dès maintenant. Ça fait moins peur, je vous jure. D'ailleurs, c'est un format que tu t'évoquais le format un peu des journées, etc., avec moi et tout. C'est un format que tu as aussi de toi développé sur ta chaîne YouTube. Tu avais sorti quelques vidéos par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui, tu as aussi une envie de développer ton contenu et de développer cette originalité, cette créativité sur d'autres plateformes? Ou est-ce que aujourd'hui ton axe principal restera quand même Instagram et tu as juste testé ou c'est des choses quand même qui t'ont rapporté des résultats? Parce que du coup, ma dernière question, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui t'avait rapporté le plus de résultats aujourd'hui. Du coup, ma question, forcément, on se doute que c'est Instagram au vu de l'épisode. Néanmoins, est-ce que tu as quand même essayé d'autres plateformes, d'autres formats? Est-ce que ça t'a rapporté des résultats? Ou est-ce que c'était juste pour le kiff de te créer du contenu et tu n'avais aucun réel objectif business derrière, je dirais. Donc, oui, sans grand secret, Instagram, c'est ce qui m'a rapporté le plus de résultats. Donc, ça, c'est juste. Euh, j'ai un peu testé beaucoup de choses parce que, comme j'ai dit au tout début, j'adore créer du contenu. Donc, j'ai testé un peu tous les formats. Tout ce que j'ai testé, c'est des formats que j'aimerais pouvoir développer par la suite. Bon, j'ai déjà donc Instagram, j'ai le podcast aussi qui tourne. Ça, je le prends plus un petit peu comme un partage d'expérience que vraiment comme quelque chose qui m'apporte du business, parce qu'en termes de visibilité, je pense que c'est le truc qui a le moins de visibilité du tout dans mon business. Donc c'est plus pour l'instant quelque chose que j'essaie de développer, mais c'est pas une priorité. Et YouTube, effectivement, j'ai tenté des trucs. Parce que bah voilà, génération YouTube, on a vu tout ça, tu vois. J'aime beaucoup ce format aussi, moi en tant que consommatrice, et donc j'aimerais beaucoup pouvoir développer ça. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je pense que tu le sais, c'est voilà, c'est l'équipement comme voilà, ça prend beaucoup beaucoup de temps et actuellement j'ai pas ce temps-là. Mais j'ai voulu tester deux trois petites choses, voir combien de temps ça me prenait, si j'aimais bien faire ça, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, que je développerai probablement dans le futur, proche ou pas proche, on verra, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Je me suis mis aussi assez récemment à vraiment beaucoup axer sur LinkedIn parce que en fait j'ai vraiment séparé
la partie entrepreneur de mon business, donc moi, mon personal branding avec graphic media, tout ce qui est consulting one-one, etc., de mes formations en ligne que j'ai tout passé sur la Digital Media School. Et du coup, j'ai vraiment cette envie de séparer les deux là. Euh, Mhm. Même si je reste l'image de la Digital Media School, tu vois, je continue à montrer, je dis pas notre équipe, c'est toujours moi, hein, tu vois, mais j'ai quand même envie de séparer un petit peu ça, le côté entrepreneur, vraiment personal branding, et le côté plateforme en ligne. Donc voilà, il y a les contenus aussi qui se séparent un petit peu par rapport à ça. Mais ouais, tout ce que j'ai testé, j'aurais envie de le développer plus. Pour l'instant, c'est un manque de temps principalement, parce que je crée déjà énormément de contenu. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Tout à fait, ma transition est toute faite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Digital Media School? Quel est son objectif aujourd'hui? Qui elle aide? Puisque c'est également aussi une des excellentes manières pour travailler avec toi et pour découvrir un peu toute ta stratégie aujourd'hui et comment tu crées ton contenu et comment tu trouves tes idées et comment tu as ce shoot un peu d'originalité que certaines personnes n'ont pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce projet qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant? Oui, avec plaisir. Bah oui, en fait, c'est une plateforme en ligne. À la base, c'était juste, j'en avais marre d'utiliser Kajabi, ce genre de plateforme-là. Je voulais vraiment ma plateforme à moi pour mettre mes formations en ligne. Ça a commencé un peu comme ça. Et puis, la vision a évolué là pendant l'hiver 2022-2023. Et maintenant, c'est vraiment une plateforme en ligne qui va regrouper toute la communauté, entre guillemets, graphique média que j'avais avant dans mes formations. Donc, il y a près de 3000 entrepreneurs maintenant dans cette communauté avec une espèce de mini réseau social interne où tu as des groupes de discussion, fil d'actualité, tu peux échanger avec les autres, tu as vraiment ce côté réseautage et communauté. Bien sûr, tu as tout le côté formation en ligne, avec toutes les formations en ligne que j'ai développées par le passé, toutes les bases en fait pour réussir à créer du contenu en ligne, attirer des clients via ce contenu. Et en fait, ma vision avec ça, c'est vraiment de pouvoir apporter en fait de nouvelles connaissances au moment où il y en a besoin. Tu vois, typiquement, je vais un peu spoiler les prochaines choses qui vont arriver, mais là, il y a eu ce gros boom avec le mème. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé, ah, mais comment tu fais ça? Où est-ce que tu trouves les vidéos? Donc voilà, il y a un troisième pôle, comment dire, une troisième branche qui va arriver sur la Digital Media School où après la communauté et les formations, tu vas avoir les templates. Et je suis en train de préparer un pack de templates, justement, avec plein de mèmes comme ça que tu pourras adapter à ton business. Donc, je suis en train de le faire là cette semaine. Il sort la semaine prochaine, normalement. Bon, il sera sorti du coup au moment où l'épisode sort. Mais voilà, il y a ça, tu vois, encore une fois, comme on disait avant, de surfer un petit peu sur les besoins à un moment T. Et j'ai cette capacité justement à réussir à m'adapter assez rapidement et à créer. J'ai quand même une vitesse de création qui est assez élevée. Et du coup, pour moi, créer là, en l'espace de hier soir et ce matin, enfin, du coup, peut-être 3 4 heures, j'ai créé 50 Reels avec des mèmes, tu vois. Donc, comme j'ai cette facilité, j'ai envie de la mettre à profit. On parle aussi beaucoup, beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle. J'ai envie d'apprendre aux gens, enfin pas d'apprendre, mais de montrer aux gens comment ça peut être un atout dans la création de contenu. Donc il y aura probablement quelque chose qui va arriver là-dessus, tu vois, de vraiment pouvoir apporter des connaissances à des moments clés sur des choses d'actualité. Et même si dans 3 4 mois, c'est plus d'actualité, c'est pas grave. Au moins, la personne aura pu apprendre ça, surfer sur la tendance. Et voilà, donc j'ai vraiment cette vision-là avec la Digital Media School. Donc c'est plus seulement une plateforme de formation en ligne, c'est vraiment l'endroit à être quand tu es entrepreneur et que tu crées du contenu en ligne. Voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pourrez aller découvrir ça. Moi, je fais partie également de la Digital Media School et je peux vous dire que l'espace communautaire est vraiment, c'est une pépite. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je vous mets tout juste en dessous, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir, même juste par curiosité, vous inspirer du contenu qui est créé parce que je pense que ça peut vous donner pas mal d'idées. Merci beaucoup, en tout cas, Cindy, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous et je te dis à très bientôt.